Bonjour, ici David, bienvenue dans le 3e épisode de la saison 2 de la hotline des freelances. Alors aujourd'hui dans cet épisode, je vais répondre à une question de Matt. Mieux vaut-il vendre une offre one shot à 2000 € ou une offre à abonnement à 500 € par mois? On va répondre également ensemble aux questions de Wilfried. On va voir comment je fais pour ne pas avoir peur des critiques ou des gens négatifs lors d'un webinaire. Comment est-ce que je fais pour m'organiser? Parce que Wilfried me dit j'attends toujours le dernier moment pour faire les choses, c'est très anxiogène. Et également Wilfried me demande comment tu fais pour que ton entourage proche, compagne, famille soit moins réticent à lancer une formation. Voilà, donc ça fait un programme assez chargé. Et ce que je te propose, c'est qu'on écoute tout de suite la question de Matt. Salut David, c'est Mathieu. Écoute, content de voir que la hotline est de retour. J'avais une question. En fait, toi, avec ton retour d'expérience, est-ce que pour lancer, tu vois, une offre, par exemple, là, l'offre que j'avais rejoint, c'était X euros par mois. Et du coup, toi, avec ton retour, est-ce qu'il vaut mieux faire une offre genre à 2000 € et puis il a accès à vitam aeternam, ou alors faire un truc genre à 500 € par mois, un peu comme ce que tu avais fait, et puis la personne elle reste autant de temps qu'elle le souhaite. Et du coup voilà, toi avec ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, c'était Mathieu. Allez, ciao ciao. Alors la question, si je la synthétise, la façon dont je la comprends, c'est est-ce qu'il vaut mieux vendre une offre one shot à 2000 € ou une offre à abonnement mensuel aux alentours de par exemple de 500 € par mois. Alors il n'y a pas une il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse, il n'y a pas une vérité absolue. Maintenant, moi, voilà pourquoi je préfère vendre une offre d'abonnement par exemple à 500 € par mois. Tout simplement parce que si tu pars d'un principe de vente général qui, lui, est une vérité, c'est toujours plus facile de vendre à un client existant que de vendre à un prospect froid. Autrement dit, si tu vends une offre one shot à 2000 €, pour pouvoir continuer à développer ton activité, il faut continuellement, finalement, trouver de nouveaux clients potentiels, de nouveaux prospects, donc de nouveaux prospects froids, la plupart du temps, pour qu'ils achètent ton offre à 2000 €. L'offre à abonnement, l'avantage, c'est que alors au démarrage, bien évidemment, il faut trouver des nouveaux clients, donc peut-être des prospects froids, mais une fois que quelqu'un a acheté un premier mois d'abonnement, lui revendre le faire rester un deuxième mois, puis un troisième mois, puis un quatrième mois, quelque part, c'est beaucoup plus facile parce que il t'a déjà fait confiance, tu fais un travail de qualité, donc il sait à quoi s'attendre, et tant que ça répond à son besoin, quelque part, il peut rester abonné beaucoup plus facilement. Et finalement, ce que tu te rends compte, c'est que pour vendre l'équivalent d'une offre à 2000 €, il faut simplement que ton client reste 4 mois. D'accord? L'objectif finalement, si on doit comparer les deux, c'est soit je vends une offre à 2000 €, soit je vends une offre à abonnement à 500 € par mois, et pour que chaque client finalement vale l'équivalent de 200 €, il faut qu'en moyenne, 2000 €, pardon, il faut qu'en moyenne il reste 4 mois. Et d'un autre côté, finalement, vendre quelque chose à 500 €, alors c'est plus facile que de vendre quelque chose à 2000 € la plupart du temps. C'est pas toujours vrai, d'accord? Mais dans l'absolu, la barrière à l'entrée pour un prospect froid est plus difficile à 2000 € qu'à 500 €. Sauf attention, si dans le cas d'un abonnement effectivement, c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas si simple que ça de vendre un abonnement. Donc, je mets un petit bémol par rapport à ça, parce que dans la tête de nos prospects, même si on dit qu'il n'y a pas d'engagement, ce genre de choses, dès qu'on est sur une notion d'abonnement, ça amène un petit peu de frein à la décision, parce qu'on n'aime pas vraiment être engagé. Maintenant, ceci étant dit, moi j'ai lancé le cercle d'implémentation Kaizen webinaire, tu le sais puisque tu en as fait partie aussi, et c'était une offre à 400 € hors taxe par mois. Je me suis rendu compte finalement que c'était beaucoup plus rentable pour moi que si j'avais lancé une offre à 2000 €. Pourquoi? Parce que finalement, en moyenne, les gens restaient plus que 4 mois. Il y a des gens qui restaient moins, il y a des gens qui restaient qu'un mois, d'autres 2 mois, mais il y a des gens qui sont restés plus d'1 an en fait abonnés à cette offre-là. Et donc du coup, en moyenne, je sais qu'un prospect qui devient client sur cette offre-là, restait plus longtemps que 4 mois. Donc dans mon cas, c'est plus intéressant que je vende une offre à abonnement à 500 € par mois plutôt qu'une offre à 2000 €. Après, c'est quelque part un calcul à faire.
de savoir est-ce qu'il y a plus de résultats, est-ce qu'il y a plus de gens qui seraient prêts à acheter ton offre à 2000 euros, ou est-ce que plus de gens qui seraient prêts à acheter ton offre d'abonnement à 500 euros par mois. Là, et puis c'est deux philosophies un petit peu différentes. L'avantage que moi je vois dans l'offre à abonnement, c'est au-delà du fait que c'est plus simple à revendre à quelqu'un qui est déjà client, de lui donner envie de rester là le mois d'après. C'est surtout aussi que quelque part, tu as de la prévisibilité. Quand tu sais, par exemple, qu'en moyenne, sur 100 personnes qui sont abonnées, tu as chaque mois un certain pourcentage de gens qui se désabonnent, d'accord? Parce qu'au bout d'un moment, tu as un turnover qui se met en place, ce qu'on appelle le taux de churn, CHURN. Eh bien, tu peux prévoir d'avance le chiffre d'affaires que tu vas faire le mois prochain. Si tu sais que tu as, admettons, 100 personnes abonnées et que chaque mois tu as 10% des gens qui se désabonnent, eh bien tu sais que le mois prochain, si tu ne fais pas d'action commerciale, tu auras quand même 90% de ce chiffre d'affaires qui sera de nouveau là, qui sera de la marge pure, puisque eh bien l'effort que tu as fait pour gagner le client, il est plus à faire, puisque c'est un abonnement complémentaire. Et chaque mois de plus, c'est de la marge 100%. À 100% quelque part, ok? Et donc du coup, tu sais que si tu as un taux de perdition de 10% par mois, eh bien tu sais que ton effort pour maintenir ton niveau de chiffre d'affaires, il est finalement que de 10%. Tu as besoin de récupérer les 10% de personnes qui se désabonnent. Ok, si je simplifie à outrance, c'est un peu ça le calcul quelque part. Et moi, c'est pour ça que je préfère. Donc, est-ce qu'il vaut mieux vendre une offre à 2000 euros, une offre à 500 euros par mois? Il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une réponse absolue. Moi, je voulais te partager ma vision des choses par rapport à ça et pourquoi j'ai préféré lancer une offre abonnement à 400 euros hors taxe plutôt que de vendre le programme à un prix fixe. Voilà, je t'ai expliqué les raisons. J'espère que ça répond à ta question. Fais-le moi savoir, Matt. Et si tu as besoin de compléments, bien comme d'habitude, tu as le lien de la boîte vocale de la hotline pour m'en faire part. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'état d'esprit. On va parler avec Wilfried de peur, de la peur de la critique, des gens négatifs, d'organisation et de gestion de son entourage. On écoute tout de suite la première question de Wilfried. C'est parti, ça enregistre. Salut David. Alors vraiment, j'ai adoré ton mail, il est vraiment tip top. Bon, je me répète, j'adore ce que tu fais, c'est vraiment, tu es un exemple de réussite et je te suis dans tout ce que tu fais et je fais des choses en parallèle pour m'en rapprocher. Donc ma question est simple. Comment tu fais pour, lorsque tu as une formation qui est quasi prête, pour ne pas avoir peur d'avoir, lorsque tu fais un webinaire, donc de ne pas avoir peur d'avoir des gens qui soit qui te critiquent ou qui seront négatifs. Voilà, merci encore David pour ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment génialissime. Ciao ciao. Ok, donc Wilfried, quand tu dis comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir peur des critiques ou des gens négatifs lors d'un webinaire, moi la question que j'aimerais te poser en retour déjà pour pouvoir te répondre concrètement, c'est tu as peur de quoi concrètement? Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu crains de lire dans le chat? D'accord? Est-ce que tu as peur que les gens te disent ouais, c'est complètement débile ce que tu dis? Est-ce que tu as peur que les gens te disent mais t'es qui pour parler de ça? Tu vois, c'est quoi en fait le fondement réel de ta peur? C'est quoi les remarques ou les critiques négatives concrètes dont tu aurais peur? Ça, j'aurais besoin de ça pour te faire une réponse encore plus précise et encore plus spécifique. Maintenant, je vais quand même essayer de t'apporter un élément de réponse. Moi, quand je fais un webinaire, je sais déjà, et dans mon état d'esprit, je me suis programmé pour me dire que je sais que de toute façon, je ne vais pas plaire à tout le monde. Premièrement, je sais que quoi que je fasse, je pourrais faire le meilleur contenu, faire les meilleures choses du monde. Il y aura toujours des gens qui seront en phase avec ce que j'ai envie de dire, en phase avec mon message, et toujours des gens qui ne le seront pas. Il y a même Mère Teresa, je suis certain que Mère Teresa, elle a des détracteurs. Il y a des gens qui vont trouver génial ce qu'elle fait, et d'autres qui vont trouver des bonnes raisons de la critiquer, des bonnes raisons pour eux. Quand je dis bonnes, ça veut pas dire qu'elles sont vraies, mais elles sont bonnes pour eux, pour ceux qui critiquent. Des bonnes raisons de dire que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Donc, dans tous les cas, il y aura des gens positifs et des gens négatifs, par définition. En plus, je sais que je serai pas parfait. Je vais faire des erreurs, je vais faire des choses qui vont pas plaire à d'autres. Bon, c'est le jeu quelque part. Et il faut simplement se dire que quoi que l'on fasse, il y a des gens qui vont dire des choses bien et des gens qui vont critiquer. Maintenant, la seule critique que je vais écouter quelque part, c'est la critique constructive, d'accord? C'est la critique des gens auxquels j'attache de l'importance. Finalement,
les gens auxquels on n'attache pas d'importance, les haters ou les gens qui critiquent mais qui ne proposent pas comment dire, de solution, ce genre de choses, finalement, on s'en fiche de ce qu'ils pensent parce que ils sont là uniquement pour déverser leur venin. Quelqu'un qui est un client, d'accord, quelqu'un qui t'achète des choses déjà, ou quelqu'un qui te suit depuis longtemps et qui te dit tiens David, ou tiens là je trouve que d'habitude j'adhère à ça, mais là j'adhère pas pour telle et telle raison. C'est intéressant de prendre en considération. Ça veut dire simplement qu'on est à l'écoute de la critique, parce que effectivement ça peut nous donner des idées de dire oui là je suis d'accord, peut-être que j'ai abusé dans ce sens-là, ou peut-être que j'aurais dû faire différemment. Mais la seule critique finalement qui a pour moi de l'importance, c'est la critique des gens auxquels moi j'attache de l'importance. Voilà. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pas peur de la critique parce que j'ai pas peur non plus de me planter. Si je me fais critiquer parce que j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur et dans ces cas-là, j'assume, pas de problème. Et si c'est de la critique, juste pour critiquer, elle a pas d'importance, donc j'en tiens pas compte. Il n'y a pas vraiment pour moi d'autres cas. Si toi tu vois d'autres cas ou des choses particulières, spécifiques auxquelles tu aurais peur, fais-le moi savoir Wilfried et je me ferai un plaisir de complémenter ma réponse. Maintenant, on va écouter ta question Wilfried sur l'organisation. Encore Wilfried Berger, j'ai une autre question. Comment fais-tu pour t'organiser ? Parce que j'ai tendance à n'attendre que le dernier moment pour pouvoir faire les choses et c'est très anxiogène. Merci David. Alors, tu dis que tu attends toujours le dernier moment pour faire les choses et c'est très anxiogène. Comment je fais pour m'organiser ? Je vais être assez honnête. J'attends aussi souvent le dernier moment pour faire les choses. Je suis pas. Il y a des moments où je suis vraiment au top au niveau de mon organisation et tout roule. Il y a des moments où c'est pas du tout le cas. Surtout là, dans le cadre du voyage avec le tour du monde, il y a des aléas, il y a des choses, il y a des moments où j'avais prévu de travailler puis c'est pas aussi simple que ça. Bon, bref, voilà. Je suis pas une horlogerie suisse. Où tout est nickel, tout est rangé. Non, il y a beaucoup de fois où j'attends le dernier moment. D'ailleurs, je t'avoue que j'utilise la stratégie du dernier moment où j'ai pas le choix quelque part pour faire les choses. Ce qui est presque volontaire. Tu vois, quand je veux lancer par exemple un nouveau programme, une nouvelle formation, soit je la prévends, ce qui m'oblige comme ça à le faire, et donc du coup j'ai pas le choix, les gens l'attendent pour une certaine date, je dois le faire, tu vois, donc j'utilise la stratégie du dernier moment, ou alors je la vends en format groupe pilote, pour que comme ça j'ai pas le choix, je sais que par exemple à telle date en direct je dois être présent en webinaire pour les gens qui ont acheté leur place au groupe pilote, et donc il faut que je sois prêt, donc j'ai pas le choix, je dois produire le contenu, je dois produire les PowerPoint, ce genre de choses. Donc comment je m'organise ? En fait, les conseils que je peux te donner, c'est surtout d'avoir de la clarté, d'accord ? Moi, les conseils d'organisation que je peux te donner en quelques instants, en quelques minutes pour ça, c'est déjà d'avoir de la clarté sur ce que tu veux accomplir le plus. Parce que c'est ça qui va te permettre de t'y mettre facilement. Quand on repousse les choses, quand on repousse les échéances, c'est souvent qu'on n'a pas envie de s'y mettre. Et donc, du coup, si on veut se mettre facilement dans une tâche, c'est de trouver finalement les tâches, les actions clés qui vont nourrir finalement les projets importants pour nous. Donc c'est déjà d'avoir de la clarté sur ce qui est important pour toi, de te vider le cerveau et de lister sur papier tout ce qui doit être fait pour que tu puisses utiliser ton cerveau dans la meilleure façon possible, c'est de choisir. Ton cerveau, il n'est pas fait pour stocker de l'information, c'est pas un disque dur, ton cerveau, c'est un processeur. C'est quelque chose qui doit permettre de réfléchir. Et donc, on l'utilise de la meilleure manière quand on a sur papier ou sur un support externe tout ce que l'on doit faire et qu'avec notre cerveau, on va choisir par rapport à des critères de priorité ce qui est le plus important pour nous. Ok ? Et puis ensuite, c'est de te détendre, de t'autoriser peut-être à faire les choses au dernier moment, parce que parfois c'est une stratégie qui fonctionne bien. Moi, je sais que je fonctionne comme ça, et donc j'arrête de me flageller, de me taper dessus en me disant David, c'est pas bien, t'attends le dernier moment. Bon voilà, il y a parfois, je sais que c'est comme ça que je serai le plus productif, et souvent je me rends compte que quand j'attends des moments où je choisis de m'imposer une deadline, je suis capable de faire en un minimum de temps, ce que peut-être parfois j'aurais fait en beaucoup plus de temps si je m'étais pas imposé une deadline ou si je n'avais pas attendu le dernier moment. Donc parfois c'est aussi bon de se dire on n'est pas des robots, on a le droit on a le droit de pas être parfait, on a le droit tout simplement de
de faire les choses des fois au dernier moment, même si peut-être c'est pas l'idéal pour nous. Et puis c'est simplement peut-être de lâcher prise sur ça et de l'accepter tout simplement et de se dire comment est-ce que je peux me servir de ça, comment est-ce que je peux redevenir proactif, reprendre le contrôle. En fait, souvent ce qui pose problème, enfin en tout cas pour moi, c'est quand j'ai le sentiment de toujours faire les choses au dernier moment et que j'ai pas le contrôle en fait, d'accord. L'idée c'est de reprendre le contrôle sur le dernier moment, de dire ok, je sais que ça je vais le faire à telle période et que je vais m'imposer à ce moment-là parce que je sais que j'aurai plus le choix, donc c'est contrôlé, c'est volontaire. Voilà. J'espère que ça t'aide. Fais-le moi savoir, Wilfried, si eh bien ça répond à ta question, si ça t'aide et si tu as besoin de compléments, toi aussi, n'hésite pas à utiliser la boîte vocale à nouveau. Et on écoute ta dernière question sur l'entourage. Encore moi, Wilfried. Comment fais-tu pour que ton entourage proche, donc compagne, famille et autres, soit moins réticent à lancer une formation? Voilà. Merci. Alors pour cette question là encore, j'aurais envie de te demander, mais qu'est-ce que tu entends par comment fais-tu pour que ton entourage proche soit moins réticent à lancer une formation? Je comprends pas forcément la question. Est-ce que tu veux dire que ton entourage te dit bah non, la formation c'est pas bien, ça marche pas, ou ton sujet c'est pas une bonne idée? C'est quoi en fait quelque part la réticence à lancer une formation que tu peux rencontrer? J'ai pas spécialement finalement de réticence par rapport à ça, dans le sens où comment dire, les gens, il y a deux types de personnes finalement. Il y a les gens qui vont être constructifs et les gens qui vont être de base négatifs, ou qui vont avoir peur pour moi et qui donc du coup ne vont pas m'apporter l'énergie nécessaire. Ce premier type de personnes, soit les gens qui sont négatifs ou alors qui sans vouloir, eh bien vont projeter leur peur sur moi. Je vais pas leur parler de mes projets tant que finalement, eh bien il y a pas des choses probantes et que il y a pas des choses qui vont pour leur dire bah oui, c'est super, ça a marché, tu vois ce que je veux dire. C'est pas auprès de ces gens-là que je vais communiquer des idées de projets ou des idées de nouvelles formations, de choses qui n'ont pas de preuves concrètes, d'accord? Parce que je sais par définition que ces gens-là vont pas être constructifs. En revanche, je peux parler de choses nouvelles, de choses qui ne sont pas sûres, de choses pour lesquelles il y a un risque, auprès de mon entourage qui est positif, de mon entourage qui, lui, effectivement, je sais, sera moteur. Parce que ils vont avoir une réaction qui sera simplement de dire, bah écoute, c'est ok, à toi de voir, qui vont être également dans une logique, pas forcément à me dire que tout est génial, parce que ça, c'est aussi un autre type de personne un peu dangereux, c'est les gens qui te disent tout le temps que tout est super. Quelqu'un qui te dit tout le temps que tout est super, c'est pas bon non plus, parce que l'idée c'est de pas être ni dans la critique négative sans fondement, ni d'être dans la critique, la valorisation positive sans fondement. C'est d'avoir des personnes autour de nous qui sont capables d'émettre un avis objectif et de se dire tiens, ça je trouve ça bien, mais attends, est-ce que tu as pensé à ça? Parce que ça j'ai un doute là-dessus, voilà, et qui peuvent du coup remettre en question. Ça c'est constructif parce que ça permet d'avoir un vrai feedback. Un feedback, c'est d'identifier les choses qui peuvent être bien et d'identifier les choses qui peuvent peut-être être améliorées ou changées, ou en tout cas qui peuvent nécessiter une remise en question. Voilà. Et donc c'est plutôt auprès de ces personnes-là que je vais m'orienter. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Pour pouvoir t'y répondre plus facilement, j'aurais besoin de comprendre c'est quoi la peur, la crainte ou le problème que tu peux rencontrer vis-à-vis de ton entourage. Si tu peux me donner des éléments plus précis, ça me permettra peut-être de te faire une réponse également plus précise. Voilà pour ce nouvel épisode. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions toi aussi et que tu aimerais que je puisse t'apporter des éléments de réponse, que ce soit par rapport à ton business, par rapport à ton activité, ou tu voudrais me poser des questions sur moi-même personnellement, il n'y a pas la hotline des freelances, c'est aussi pour ça. Si tu as besoin, si tu aimerais savoir des choses un peu plus personnelles sur moi, n'hésite pas non plus. Tu as le lien en description. Sinon, c'est http://vn, le chiffre 1, k.fr/LHDF pour la hotline des freelances. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.